On est parti pour un nouveau documentaire sur Amanita muscaria, usage, biochimie, recettes, etc. Je suis loin d'être un spécialiste du sujet, mais il y a presque rien qui existe en français. Et les choses qui existent en anglais, finalement, c'est pas fait par avec une orientation de chimie, de biochimie. Donc je pense que je peux apporter un petit quelque chose. Alors d'abord, un petit mot pour rassurer mon médecin notamment et, euh, et tout le monde. Il n'y a pas d'empoisonnement avec Amanita muscaria, d'empoisonnement au sens, il n'y a pas de, il y a pas de molécules dans Amanita muscaria qui viendraient abîmer le foie ou les reins ou détruire le cerveau. Il y a d'autres amanites comme l'amanite phalloïde qui clairement détruisent le foie. Ce qui s'est passé quand on relit les case reports d'empoisonnement avec Amanita muscaria, qui sont publiés dans la littérature médicale, on réalise très nettement que la seule chose qui s'est passée, c'est une hyperexcitation du système nerveux central qui fait que les gens paniquent, ce qui est compréhensible. Moi-même, m'étant approché de hautes doses d'Amanita muscaria, je comprends qu'on puisse paniquer quand on en a pris des doses qu'on n'a pas calculées correctement ou par accident. Mais voilà, il y a juste une panique, et cette panique a réussi à donner cette réputation de toxicité. Il y a pas de séquelles, généralement, il n'y a pas de séquelles, il y a pas de dégâts au foie, pas de dégâts au rein, et il n'y a pas de séquelles durables au système nerveux, il y a juste une panique exceptionnelle. Et s'il y a des symptômes gastro, ça va être dû à une excitation du nerf vague, un grand classique. C'est une façon pour le corps de se protéger. Voilà, donc on peut être tout à fait rassuré sur la toxicité de Amanita muscaria. Que de toute façon, il faut savoir doser et préparer correctement pour pouvoir l'utiliser, c'est vraiment important. D'ailleurs, elle a énormément d'usages différents. Et je crois qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. Suivant les préparations, il y a 3 grands principes actifs dans l'amanite. Historiquement, on pensait que c'était la muscaride, mais ça c'est une théorie qui a été abandonnée depuis longtemps. Donc les 2 principes actifs qui restent vraiment sur lesquels on focus maintenant les études, c'est mucimol et l'acide iboténique. Et un troisième dont on ne va pas parler ici. Et mucimol et l'acide iboténique, ils sont très proches l'un de l'autre. Hein. Ces 2 molécules, je les ai dessinées là. Il y a juste un petit groupe en plus. On voit un petit groupe carboxyle là. Et l'un peut se transformer en l'autre par un processus qu'on appelle la décarboxylase. On en parlera après. Et ces 2 principes actifs ont des fonctions très différentes. Ils agissent d'une façon très différente l'un de l'autre. On voit que c'est des toutes petites molécules. On voit que c'est des alcaloïdes. Hein. Il y a un groupe NH2. On voit que c'est tout petit, donc ça va pas pouvoir passer facilement à travers la peau ou en sublingual. Et de fait, un des usages les plus simples qu'on puisse avoir de Amanita muscaria, c'est de faire des teintures alcooliques dans le but de soulager toutes sortes de douleurs. Le panel de douleurs, de types de douleurs qui sont soulagées par Amanita muscaria en teinture est assez large. Ce bouquin-là présente énormément de résultats je pense qu'on peut pas appeler ça des études cliniques, mais vraiment des résultats d'observation, parce qu'une étude clinique c'est lourd, c'est très lourd à faire. Mais voilà, d'observation, et vraiment il y a plusieurs types de douleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être de l'arthrite, ça peut être des douleurs neuropathiques, ça peut être encore d'autres types de douleurs qui tous vont être aidés par des teintures d'Amanita muscaria. On met simplement, on sèche un peu les champignons
Il n'y a pas besoin de les sécher complètement. On peut les sécher au froid en les mettant au frigo. Et je vous expliquerai pourquoi après. Et ensuite, on les met simplement dans l'alcool et on obtient une teinture. Dans cette teinture, si on veut que ça passe mieux à travers la peau, on peut rajouter du diméthylsulfoxyde, qu'on abrège DMSO, qu'on trouve facilement un peu partout en pharmacie, sur le net, etc. 10% typiquement de DMSO, parce que le DMSO est un véhicule qui fait passer les principes actifs à travers la peau et les fait rentrer dans le corps. Une teinture alcoolique pendant quelques semaines, on rajoute du DMSO pour faire un véhicule qui passe à travers la peau, et on peut rajouter éventuellement en chauffant un petit peu moins que 20% de cire d'abeille pour faire une pommade. Ça c'est pas mal, ça, voilà une première recette. Alors, je vous ai parlé d'acidibotanique et de mucimol, les deux principes actifs principaux, on va dire, de Amanita muscaria. C'est important de comprendre que l'un est excitant, l'acide ibotanique est excitant, et mucimol est calmant, extrêmement calmant. C'est vraiment quelque chose qui fait dormir, et le passage de l'un à l'autre se fait, c'est un processus enzymatique où on enlève ce petit radical carboxyle, donc on appelle ça une décarboxylation. Et la décarboxylation, c'est un processus entre autres enzymatique. Alors, les décarboxylases, qui sont donc les enzymes qui font de la décarboxylation, il y en a partout dans la nature. Et notamment, il va y en avoir dans le champignon même, dans certaines parties de la cellule. C'est pour ça que on va décarboxyler, c'est-à-dire transformer une partie de l'acide ibotanique en mucimol, simplement en séchant ou en broyant le champignon ou en le cuisant, en faisant des choses qui vont casser les cellules et libérer les enzymes décarboxylase. Après, il y a des systèmes pour les rendre le mieux actif possible. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ça c'est un truc qui est important de comprendre. Quand on parle de fermentation, c'est un terme ancien, à une époque qui était forgé à l'époque de Pasteur, à une époque où on ne faisait pas encore la différence entre des transformations liées à des bactéries, des trucs qui viennent de l'extérieur, et des transformations endogènes qui viennent de l'intérieur de la plante. Par exemple, quand on parle de thé fermenté, c'est une fermentation avec des principes endogènes. C'est des enzymes qui sont à l'intérieur du thé, qui, sous l'action de la chaleur, de la compression, de choses comme ça, transforment ce thé. Et là, c'est pareil avec l'amanite. On peut obtenir une décarboxylation enzymatique. Certains le font, il y a des brevets là-dessus, en apportant des décarboxylases extérieures. Ils font des fermentations en rajoutant des probiotiques, qui sont certains probiotiques qui sont connus pour générer des décarboxylases. J'espère que je ne vous perds pas et puis que je ne focus pas un petit peu trop sur cette histoire de décarboxylase, mais c'est vraiment important parce que pour moi, l'effet d'un produit de Amanita muscaria, un extrait, et l'effet qu'il va avoir, il dépend du ratio acidibotanique mucimol. On a ces deux molécules, acidibotanique mucimol. L'une peut se transformer en l'autre. Et le ratio, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'acidibotanique et peu de mucimol, ou est-ce qu'au contraire, on a fait la décarboxylation et il y a peu d'acidibotanique et beaucoup de mucimol. Ça, c'est vraiment important de comprendre, parce que je vois les gens qui parlent de doses en négligeant ce truc-là. C'est pas uniquement combien on en prend, hein, c'est aussi vraiment quelle a été la préparation. Ça fait des effets extraordinairement différents
selon comment ça a été préparé. Ça dépend notamment de la température de séchage, hein. On sait que plus on chauffe, quand on le sèche, plus ça va décarboxyler. Si on le fait sécher à froid, typiquement dans un frigo, on va garder l'acide ibothénique, comme je disais avant. C'est peut-être bien pour faire des teintures de garder un maximum d'acide ibothénique et donc de sécher à froid. Vous savez, quand on met quelque chose dans le frigo sans que ça soit scellé, il va sécher parce que simplement le froid aspire l'air de ce qui est conservé au froid. C'est d'ailleurs le principe de lyophilisation, mais je m'égare. Donc, on a un champignon qui a été séché ou qui a subi d'autres transformations. Moi, typiquement, après séchage, je le fais cuire dans de l'acide citrique pour que ça donne une limonade. J'aime bien le prendre sous forme de limonade. Mais je vais explorer d'autres façons de faire des extractions. On peut prendre ce remède de plusieurs façons. Ce qui est avancé beaucoup dans ce livre-là, comme le titre le voit, c'est le microdosage, qui est rassurant et qui est très intéressant. C'est des petites doses. Quand on parle de microdosage, on parle de doses qui sont en dessous de ce qui est perçu. Donc quand on fait du microdosage, on ne devrait rien percevoir. En amanite, ça va donner, moi je dirais que ça va donner 0,5 g, 1 g max. Après, pour moi, de mon point de vue, si on prend plus, c'est plus du micro-dosage, on va dire que c'est du mini-dosage. C'est-à-dire un dosage où on sent quelque chose, manifestement. Ça n'a pas besoin d'être fort, mais on sent quelque chose. Ça peut être de l'ordre de l'effet d'un café ou d'un thé, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment, moi je vois des gens qui font du mini-dosage le matin et ils disent qu'ils vont être plus focus dans leur travail, plus concentrés, plus stables émotionnellement. C'est très personnel, hein, ça c'est des gens qui sont déjà stables émotionnellement. Si on a un gros travail émotionnel à faire, si on a de gros problèmes émotionnels non résolus, la manite va vouloir les travailler et à ce moment-là, c'est peut-être mieux au début de faire du mini-dosage, pas quand on va travailler ou quand on sort avoir une activité. Moi, je vois qu'avec des mini-dosages, je suis très actif. Si je prends l'équivalent de 2 grammes, je vais avoir des nouvelles idées sur mes projets en cours et je vais être extrêmement créatif, concentré, productif. Et assez propre émotionnellement. Je veux dire, j'ai par exemple écrit des lettres délicates émotionnellement après avoir pris des extraits d'amanite et je trouve que vraiment je m'exprime mieux en fait, je m'exprime sans perturbation émotionnelle. Donc voilà, on peut faire du mini dosage le matin pour la journée en cours. Dans ce cas-là, on préférera, si c'est possible, une préparation chargée en acide ibothénique, un peu plus excitante. On peut faire du mini-dosage le soir avant d'aller dormir. Dans ces cas-là, on préférera, si c'est possible, une préparation chargée en mucimol, parce que ça calme et ça fait dormir. Et évidemment, le problème actuel qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'analyse. Personne ne fait ça. Alors que c'est assez simple à faire. Je vais travailler dessus ces prochains temps. Il y a des façons relativement simples d'avoir des rendus visuels. C'est juste des taches sur un buvard et là, les taches sont de tailles différentes en fonction de la concentration qu'on a d'une molécule ou de l'autre. C'est une technique qui s'appelle chromatographie en couche-main, c'est qui est vraiment permet de faire des analyses très rapides et très approximatives. Mais déjà,
ça permet d'avoir un petit quelque chose, parce que pour le moment, on n'a rien. Donc, moi, quand je vous dis, selon les températures de séchage, on a plus de mucimol ou plus d'acide botanique, c'est ce qu'on suppose d'après les travaux antérieurs qui ont été faits, mais en réalité, vu qu'on est très créatif au niveau des recettes, enfin, je trouve qu'il y a un collectif une grande communauté autour d'Amanita qui fait des préparations, qui copie des recettes. Si on pouvait avoir des résultats sur ces contenus en acide botanique et mucimol, ça serait bien, mais on les a pas, et on peut se contenter de réfléchir en termes de si le produit que j'ai fait, il est excitant, on suppose que c'est une haute teneur en acide botanique. Si le produit que j'ai fait, il est calmant, on peut supposer que c'est une haute teneur en mucimol. Voilà. Bon, j'ai parlé beaucoup de ce ratio-là, le ratio mucimol acide botanique, mais c'est vraiment important. Voilà, on va passer quand même à un autre sujet. Les alcaloïdes de Amanita muscaria, donc toujours mucimol et acide botanique, ne sont pas addictifs. En revanche, ils ont une importante tolérance. Ça veut dire que même si on en prend tous les jours pendant un mois, on peut s'arrêter d'un seul coup, sans problème. Et la tolérance, ça veut dire que si on en prend très régulièrement, on va sentir de moins en moins d'effets. Et donc c'est important d'arrêter de temps en temps, juste pour que le corps revienne à zéro et retrouver l'effet de ces produits. Ce qui est impressionnant avec Amanita muscaria et ses principes actifs, c'est l'engouement récent qu'il y a pour cet être. Enfin, si on va chercher dans la littérature scientifique, si on cherche dans Google Scholar Amanita muscaria, application clinique, on trouve une dizaine d'articles. Si on cherche mucimol, on trouve 36 000 résultats. Parce que la médecine adore travailler avec des molécules pures et déteste travailler avec des trucs vivants entiers mal définis. Mais que ça soit pour l'un ou pour l'autre, que ce soit pour Amanita muscaria ou pour mucimol, ce qui est extraordinairement, ce qui moi m'impressionne, c'est que à peu près 80%, 90% de ce qui est publié a moins de 5 ans, même moins de 3 ans. Ça veut dire qu'il y a vraiment un shift qui est en train de se faire. Pendant très longtemps, c'était un sujet qui était sous la moquette, sous le tapis. Et là, c'est vraiment en train d'émerger, que ça soit au niveau de la littérature scientifique, hein, quand je vous dis la plupart des articles ont moins de 5 ans, là je parle de la littérature scientifique, ça c'est facile à voir. Et si on regarde maintenant non plus la littérature scientifique, mais les forums d'usagers, qui eux vont se concentrer beaucoup plus sur Amanita muscaria et évidemment pas du tout sur mucimol, parce qu'on n'a pas les moyens ni l'envie de faire des extraits purs. Donc si on regarde les forums Amanita muscaria, c'est la même chose. Il y a de nombreux forums et ils ont tous moins de 5 ans d'existence. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Ce champignon est distribué géographiquement sur tout le continent européen, asiatique et américain. En Amérique, il était introduit depuis l'Europe. Ce qui est fou, c'est qu'il est disponible partout depuis extraordinairement longtemps et qu'on a réussi à nous faire croire, on a réussi à se convaincre que c'était un champignon. On savait déjà qu'il y avait des propriétés médicinales, chamaniques, mais on voyait ça comme quelque chose d'extraordinairement dangereux, que seuls quelques chamans sibériens arrivaient
à maîtriser. On sait qu'il y a une médecine traditionnelle euh, sibérienne, un chamanisme sibérien autour de Amanita muscaria. On a des traces dans l'histoire où ça pourrait être le soma des Grecs ou des Indiens, mais on ne sait pas en fait. Enfin, moi je ne sais pas, j'ai pas de conviction là-dessus. On a réussi à se faire croire, à nous faire croire que c'était un champignon extraordinairement toxique et difficile d'usage, d'utilisation. Et en réalité, il est extraordinairement simple d'utilisation. Je veux dire, quelques personnes ont fait des empoisonnements, je mets ça avec des guillemets, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt, et on fait des paniques qui ont peur, et ça lui a donné une réputation terrible, mais en réalité, il est extraordinairement simple à utiliser. Je veux dire, la chose la plus simple que vous puissiez faire, après l'avoir cueilli, juste le chapeau, c'est de le sécher à une température comprise entre 45 et 70 degrés. Et la température à laquelle vous le séchez va influer sur le ratio acide-ibotènique mucimol, parce que ça va faire une décarboxylation plus ou moins poussée. Donc on n'aura pas du tout le même produit selon la température à laquelle ça a été séché, et selon le temps auquel ça a été séché. Ça, il faut le savoir. Et une fois que c'est été séché, on peut soit le manger, le réduire en poudre, le manger tel quel. L'important, c'est de ne pas en manger trop, évidemment, de bien savoir doser. Une moitié de petite cuillère, un quart de petite cuillère au début, quitte à prendre ça toutes les heures pour sentir jusqu'où il est prudent d'aller, jusqu'où on est confortable. S'arrêter avant d'avoir peur. La température de séchage. Je reviens à mon ratio mucimol acide ibothénique. Si, je suppose, il faudrait faire des tests. Mais non, ça a l'air assez clair en fait. Si on le sèche pas trop longtemps, si on le met dans une sécheuse, même à 70, même à 65 degrés, mais on va s'arrêter quand il a la consistance d'une pomme séchée. Vous savez, il est encore un petit peu mou comme ça. Il ne va pas pourrir, il est assez sec pour pas pourrir, mais il est encore mou. Là, on va avoir quelque chose d'extrêmement excitant. Quelque chose, on le prend et boum, on a beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, on est submergé par nos idées, notre imagination, notre intuition, etc. Et si par contre on va plus loin dans le séchage et qu'on va le sécher jusqu'à ce qu'il aille croustillant comme une chips, là, il va être beaucoup plus calmant, il va être chargé en acide, en mucimol, et il va être extrêmement calmant. Extraordinairement simple. On sèche jusqu'à avoir une consistance qui fait qu'on peut s'attendre à avoir un effet ou un autre. Et après, c'est bien d'avoir une petite balance pour pas faire n'importe quoi. Ou sinon juste une petite cuillère, si vous n'avez pas de petite balance. Et vraiment, commencer par un petit quart de petite cuillère, je me répète, mais c'est la seule chose, la dose, c'est la seule chose qui fait que vous serez confortable avec ça, que vous aurez une expérience sûre et intéressante, ou au contraire désagréable et flippante. Et j'aimerais éviter les accidents. Là, je fais de l'éducation populaire pour éviter les accidents, pour que ce champignon puisse garder ou obtenir une bonne réputation, parce que vraiment, il y a de plus en plus de personnes, moi je vois dans les forums, qui disent à quel point ça les met de bonne humeur, mais aussi productif. C'est quelque chose qui rend productif, de bonne humeur, dynamique, et pas du tout comme un cannabinoïde où on va avoir tendance à après rien foutre. Mais de bonne humeur, et ça donne envie de travailler. Une drogue merveilleuse pour le capitalisme. Là-dedans, il y a plein. Ce livre, c'est en fait réellement une compilation de témoignages et d'observations cliniques. Et on voit à quel point on a énormément de gens
qui témoignent maintenant des bienfaits de l'utilisation d'Amanita muscaria, dont jusqu'à preuve du contraire, aucun dégât neurologique n'est à attendre. C'est même le contraire. On a dans le domaine maintenant non plus des forums, des usages populaires, mais du monde scientifique. On commence à se poser sérieusement la question de l'utilisation de mucimol pour retarder Alzheimer et la démence précoce, pour traiter les douleurs neuropathiques. Donc voilà, la médecine va s'attacher à guérir des maladies. Donc on prend un principe actif pur et on s'adresse à des gens malades, où on veut soigner des pathologies. C'est ça la médecine, elle s'occupe de maladies. Et par contre, les gens qui sont dans des considérations de santé intégrative, je ne sais pas ce que ce mot intégrative vient foutre là, mais je pense qu'il est bienvenu. Les gens qui sont dans des considérations de santé intégrative, préventives, vont prendre un petit peu d'Amanita muscaria pour dynamiser le système nerveux, on peut dire ça comme ça. C'est ce que j'observe sur moi, ça me dynamise littéralement, ça me donne plus de vie, plus d'envie de vivre, moins de douleurs neuropathiques, ça c'est certain. Une partie de l'action du mucimol, c'est qu'il va taper dans les récepteurs GABA. Dans ce sens-là, il est une bonne alternative aux benzodiazépines. On a le cas d'une personne qui fait des vidéos de témoignages qui s'appelle Amanita Dreamer, qui a arrêté, qui s'est sevré d'un seul coup de l'usage de benzodiazépines qu'elle prenait depuis déjà longtemps. Elle s'est arrêtée d'un seul coup en le remplaçant par de l'Amanita muscaria. Ce qui est exceptionnel, hein, parce que arrêter d'un seul coup des benzodiazépines, c'est extraordinairement déconseillé. Sauf que là, elle remplace par quelque chose qui va taper dans les mêmes récepteurs. La grande différence, c'est que les benzodiazépines, c'est toute cette classe Valium et tous les dérivés. On a 20% de la population en France qui est dépendante de cette cochonnerie distribuée par les pharmacies et les médecins, de cette cochonnerie qui détruit littéralement le cerveau, qui est connue pour provoquer Alzheimer, pour provoquer des chutes précoces chez les personnes âgées, pour raccourcir la vie et pour faire des gens qui sont asthéniques, qui n'ont rien envie de faire. Et donc mucimol, et ce champignon va taper dans les mêmes récepteurs, mais il le fait d'une façon autre, qui, comme je l'ai dit déjà, ne génère pas de dépendance, rend dynamique plutôt que apathique. C'est extraordinaire, c'est littéralement extraordinaire. On se demande pourquoi il n'y a pas déjà du mucimol en pharmacie. Peut-être parce qu'il développe trop l'imagination. Je ne sais pas. Moi, je l'utilise au départ pour les douleurs neuropathiques, on va dire. J'ai une santé complexe et des bonnes raisons d'avoir des douleurs et des bonnes raisons de trouver des solutions pour les enlever. Je suis assez content. J'ai demandé à mes médecins je voulais contribuer à la publication d'un case report, mais aucun médecin n'a le courage, l'intérêt ou la patience de travailler là-dessus. Puis c'est un champignon entier, je ne travaille pas avec du mucimol, donc c'est beaucoup moins intéressant de publier sur un champignon entier. Donc, je suis à disposition pour faire de la science sur le sujet. Moi, je vais continuer à explorer des façons de l'extraire un petit peu pour obtenir des produits dont on puisse savoir l'effet, dont l'effet soit reproductible, quelque chose comme ça. Pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais voilà. J'espère vous avoir appris quelque chose. Et je peux témoigner que
J'ai mangé au cours de cette dernière semaine l'équivalent de, on va dire, 10 grammes d'Amanita muscaria. Je suis vivant, je suis de bonne humeur, j'ai rarement été aussi créatif. J'ai plus de douleurs neuropathiques, ou beaucoup moins. C'est intéressant. Quand j'ai commencé Amanita muscaria, je m'étais bloqué toute une partie du muscle, j'avais une énorme zone musculaire qui était bloquée, qui était extraordinairement douloureuse. Et là, j'ai fait 3 nuits avec Amanita muscaria. Et ma physiothérapeute m'avait dit, mais ça, on peut pas tellement le traiter par les massages, c'est un truc qu'il faut laisser au repos. Et donc là, j'ai fait 3 nuits entières avec, je pouvais quasiment plus marcher, hein, j'arrivais plus à me déplacer. J'ai fait 3 nuits avec des bonnes doses d'Amanita muscaria. Et après ça, ça a disparu en fait. Le- bon, il aurait peut-être disparu tout seul, mais je trouve que c'est un produit extraordinairement intéressant et je suis sidéré à quel point on a pu passer à côté et croire que c'était un champignon toxique. C'est un être bienveillant qui est là pour nous apaiser, nous enseigner, nous dynamiser et pour nous permettre de retrouver notre juste place dans l'univers. Donc merci à l'entité Amanita muscaria.